Salut, salut tout le monde. Pour le moment, personne, mais j'ai confiance. Euh, Premier Twitch pour moi, c'est un peu stressant. J'espère que vous m'entendez bien avec mon nouveau micro que vous voyez pas. C'est vrai que c'est stressant quand même ce truc. J'ai déjà fait un Twitch, mais c'était pas moi qui était le host. Du coup, c'était beaucoup moins stressant. Mais j'ai pas trouvé d'autre manière de faire ma vidéo React sur la série En thérapie. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est la meilleure manière de faire. On va commencer, mais on a un peu le temps, je pense. La série, le premier épisode dure 30 minutes. Je suis une bavarde, mais je pense pas que je ferai plus qu'une heure. Aujourd'hui, à cause de la neige, j'ai été bloquée chez moi. Et donc, je fais mes consultations par internet. Et j'ai une consulte à 16h30. Donc, de toute façon, je peux pas dépasser. Vous inquiétez pas, on n'est pas là pour trop longtemps. Je vais devoir me contrôler au niveau du débit de parole. Je laisse un petit peu le temps au cas où il y a des gens qui veulent venir regarder avec moi. Et on va y aller. Alors, pour faire un peu l'intro, parce que je pense que je vais mettre la vidéo après sur YouTube, après on verra en fonction des droits d'auteur et tout ça. Pour faire un petit peu, comment dire, l'intro, ouais. En thérapie, en fait, c'est une série, de ce que j'ai compris, qui est reprise d'une série israélienne, si je ne me trompe pas. Et moi, je la connaissais en fait de In Treatment, qui est la version américaine. Et dans la version américaine, ils ont... qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ah ouais, c'est hyper stressant. Bon, ok, je me concentre. Donc dans la version américaine, en fait, moi j'avais vu 2-3 épisodes, non je pense 2 épisodes, un truc comme ça, bien choisi par ma prof de psychanalyse à l'époque, parce qu'en fait, ça parle d'un psychanalyste, si j'ai bien compris. Et ma prof à l'époque, donc je crois que c'était Madame Wolf ou De Wolf, mais c'était une super prof. Elle nous avait montré ça en nous disant que ça reproduisait bien ce que c'était que la thérapie psychanalytique. Et là, je pense qu'ils ont repris le principe, mais qu'ils ont fait autour des attaques du Bataclan. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Perso, j'ai regardé 10 minutes ou 12 minutes et je me suis dit, oh, j'ai tellement de trucs à dire. Et donc, je vais en faire une vidéo réac. Pas une vidéo réac, hein, une vidéo réaction. Et donc voilà, nous voilà. Ici, qu'est-ce que je peux dire encore je crois que j'ai fait un peu le tour. Ah non, oui, j'ai vu mes collègues psychanalystes, vraiment, dont le métier c'est d'être psychologue, psychanalyste, ou juste psychanalyste. J'ai vu mes collègues réagir à cette série, et apparemment ils ont des très bonnes critiques, des très bons retours. Évidemment c'est scénarisé, hein, ça personne le conteste, mais ils avaient l'air de dire que c'était assez représentatif. Donc pour mettre un peu le cadre, moi je suis pas psychanalyste. Donc moi je suis systémicienne. C'est un autre courant de la psychologie. Il y a plein de différences dans les faits. Il y a beaucoup de différences. Mais au final, en termes d'efficacité, hein, puisque de nos jours c'est l'efficacité compte énormément, en termes d'efficacité, les études mettent surtout en évidence que le plus important c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire la relation dans un suivi psy, et donc pas tellement l'orientation à long terme. Et du coup, finalement, l'orientation, moi, ce que j'en sens, ce que j'en comprends, c'est que c'est surtout important pour le psy, en fait. C'est surtout important que nous, on se sente
à l'aise dans nos modèles, dans notre manière de faire, dans notre grille de compréhension. Après, le reste, c'est une rencontre, voilà, c'est avec la personne. Et là, bah, soit il y a rencontre, soit ça ne matche pas, mais ça, c'est pas un souci. Voilà. Bah, je propose qu'on y aille, sinon j'aurais jamais fini avant ma consulte. Alors, j'espère que ça va marcher. Si jamais ça marche pas, vous me prévenez dans le chat. Le pire, c'est que comme je m'y connais pas du tout en Twitch, je sais même pas à quel point je parle toute seule ou pas. Donc si jamais il y a des gens qui m'ont rejoint, salut. Ok, alors allons-y. Au niveau du son, je sais pas trop. Est-ce que je dois mettre un casque? Je sais pas si vous allez avoir le son en même temps que moi, j'espère pas. Je dois mettre un casque, hein. Ouais, je pense. Je vais chercher mon casque. Le temps que le Bluetooth se connecte, évidemment. On lui donne le temps, hein. Bluetooth, on n'est pas pressé. Bon, je vais peut-être le faire manuellement. Alors. Audio. Voilà. Écoutez, je sais pas si ça va marcher, mais si ça marche, on est content. Si ça marche pas... Ah. Je pense pas que je vais pouvoir m'allonger aujourd'hui. Le fait de s'allonger, c'est typiquement psychanalytique. Et je pense que même tous les psychanalystes ne le font pas spécialement. C'est quelque chose qui se décide avec le patient de ce genre. Je suis désolée. Je m'en veux de me laisser aller comme ça. J'arrive pas à me retenir. Je vais pouvoir m'arrêter. Faites-vous confiance, là, vous pouvez y aller, vous avez de la marge. Tout ce que vous ressentez à sa place ici, déjà souvent, il y a toujours un moment où on fait un cap. Ça, c'est quelque chose qui me touche très fort. C'est... Attendez, vous aussi, ce que disent les acteurs, sinon ça va être compliqué. Les patients qui s'excusent de ressentir, qui s'excusent d'avoir des émotions, qui s'excusent de pleurer, qui s'excusent même d'être en colère. C'est quelque chose qui me touche très fort. Vous l'avez sûrement déjà entendu dans mes vidéos YouTube, c'est vraiment cette idée qu'on n'a pas le droit d'avoir des émotions, on n'a pas le droit de les exprimer en tout cas. Et moi je trouve qu'il y a quelque chose
d'un comble, je sais pas, on paye cher sa séance chez le psy et même là on s'excuse. C'est tellement ancré que c'est une faute d'exprimer son émotion parce qu'on a, je pense, l'impression qu'on va la remettre sur l'autre et qu'on n'a pas envie que ça fasse du mal à l'autre parce que nous on a mal, on pense que ça va faire mal à l'autre, qu'on s'excuse et alors que bon, on a payé pour ça. Et normalement, le thérapeute de l'autre côté est formé à pouvoir l'accueillir sans être envahi, mais c'est quelque chose qui me touche très fort. Mais je pensais que ça me ferait du bien de pleurer. Et Ça me soulage pas du tout, au contraire, ça m'épuise. Je pense que j'ai passé 2 heures. 2 heures en bas de chez vous à attendre ce moment, 2 heures à me geler. Je crois que j'ai jamais eu aussi froid de ma vie. C'est idiot. Je regardais défiler les minutes sur mon portable. Tous ces gens qui couraient dans les rues dans votre quartier. Qui cherchaient un endroit pour se réfugier. Évidemment, les portes elles étaient fermées avec ces putains de digicodes. vous étiez dehors le soir des attentats? Vendredi, j'étais sous la couette. Avec Cédric. On était chacun sur son écran. Lui regardait le foot et moi j'étais sur la saison 3 d'House of Cards. C'était encore une soirée... C'était une soirée pleine d'échanges. Vive, surprenante. Puis on arrivait au pic de la soirée. J'allais pas tarder à m'endormir. Puis j'ai entendu un « oh putain ». Alors là, je me suis redressée. Puis il était tout pâle. Il avait mis les infos et c'est comme ça que j'ai su pour le Bataclan. Puis le téléphone a commencé à sonner. Je sais pas, le temps que je m'habille, j'avais dû recevoir une vingtaine d'appels et de textos super inquiets. Et puis moi, j'ai filé à l'hôpital. Je savais bien qu'on allait avoir besoin de moi. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous avez déjà été aux urgences? D'habitude, c'est toujours le bordel. Vous voyez là, On sait jamais où donner de la tête, tout le monde veut être pris en charge en même temps. j'imagine que ça doit être lié au scénario parce qu'il faut bien que le spectateur comprenne en termes d'information ce qui se passe, ce qui s'est passé, tout ça. Mais en tant que psy, si c'était ma patiente, je suis pas sûre que je lui poserais ces questions. C'est-à-dire que très souvent, en plus quand c'est des événements traumatiques, en tant que psy, on peut, parce qu'on est des humains, ça je le répéterai jamais assez, je pense, on peut être pris dans le trauma en fait. On est pris dans les événements traumatiques de nos patients, ils nous racontent et quelque part, comprenez pas mal ce que je veux dire, mais quand quelqu'un raconte quelque chose de traumatisant, c'est quelque chose d'intense, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de parfois spectaculaire. Et donc, il y a quelque chose qui nous fait, comme n'importe qui pourrait faire qu'on rentre dedans comme quelque chose d'un peu hypnotique, comme ça. Et du coup, en fait, on est pris dans le trauma. Et du coup, en fait, on n'est plus dispo, on ne sait plus travailler, on n'est pas là. On n'est plus dans une position de thérapeute. Et ça, c'est un problème quand ça arrive. Alors, c'est pas très grave, hein, je dis pas que c'est grave, mais c'est un souci parce que du coup, je suis plus à ma place de thérapeute et surtout, je peux pas accompagner la personne. Et puis, personnellement, enfin, c'est pas personnellement, et puis, je vais y arriver. Répéter le trauma, c'est pas franchement indiqué. En plus, là, ça a l'air d'être le lendemain. C'est pas indiqué, on pourra en discuter dans une vidéo, mais le débriefing d'un événement traumatique, en fait, ça a plus tendance à ancrer le trauma qu'à le soigner, sauf si on permet une expérience différente au moment de la répétition, comme ils font par exemple en EMDR. Mais donc, si j'étais la psy de Ariane, si je ne me trompe pas dans le nom, je pense que j'irais beaucoup plus au niveau des émotions et au niveau du corps qu'au niveau des faits. Parce qu'en fait, moi, je m'en fous des faits. Alors,
évidemment, je m'en foutrais pas si c'était par rapport... Enfin, je veux dire, je m'en fous pas des faits de manière générale sur les attentats du Bataclan. Ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, en thérapie, les faits sont pas importants. Je suis pas journaliste, je suis thérapeute. Et donc, ce que je veux, c'est de pouvoir accompagner la métabolisation du trauma. Et pour ça, il faut accueillir les émotions et le corps, qui ont énormément d'informations à apporter, autant que le cerveau. Sauf qu'on n'a pas l'habitude d'accueillir les informations qu'amènent le corps et le cerveau. Et du coup, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et en plus, les études sur le traumatisme vont par là. Donc, ouais, moi je dirais pas qu'est-ce qui s'est passé après. Je dirais comment vous vous sentez par rapport à ça, et qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez entendu ça. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez dû retourner au travail. Comment vous êtes senti dans votre corps, comment vous vous sentez maintenant dans votre corps, comment vous vous sentez maintenant quand vous en parlez. Ça, c'est des questions que je trouverais beaucoup, beaucoup plus intéressantes. Ok. Temps. Mais là, c'était profondément silencieux. Il y avait des blessés, des brancards, du sang partout, des infirmiers que je connaissais pas. Mais c'est comme si tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Personne ne se plaignait. Mais même les blessés, ils disaient rien, on les entendait pas. C'était très bizarre. C'était comme un ballet, à l'opéra. Puis après, moi, je suis partie au bloc pour opérer pour les 48 heures suivantes, sans dormir. Puis à un moment, on est comme en transe, hein. On a du mal à s'arrêter. C'était comme une très très longue nuit à lutter contre. Elle dit on est comme en transe. C'est ça en fait. C'est la même impression. C'est très très bien choisi comme terme. Quand on est il y a deux choses, hein. Donc, pendant l'événement potentiellement traumatisant, on est l'esprit et le corps, enfin nous, on met en place plein de choses pour se protéger de ça, et le corps fait ça super bien. Donc, une des choses, c'est la dissociation. Et ça fait que on va être actif dans le moment, on va agir, on va être réactif, on va pouvoir faire ce qu'on doit faire sans être envahi par les émotions. Donc ça, de ce qu'elle décrit, ça a l'air d'être assez juste, c'est ça qui se passe. Elle est dans son métier, elle doit être là, elle doit être présente, elle doit faire des choses, mais elle n'a pas encore l'occasion de sentir et de ressentir, et du coup, son esprit fait en sorte qu'elle puisse être active, faire ce qu'elle doit faire sans nécessairement être envahie par l'émotion. Très bien décrit. Contre la mort. Bon, bref, voilà, quoi, j'ai fait mon job. Job. C'est comme ça que vous définiriez ce que vous avez fait. Mais vous pensez que j'ai fait quoi? Mon héroïque devoir? Tout à l'heure, vous avez spontanément fait le lien avec des gens enfermés dehors dans la rue la nuit du 13 novembre, comme vous ce matin, devant ma porte. Vous êtes lourd avec vos interprétations. Ce qui s'est passé cette nuit n'a pas de rapport. Mais ça va pas le faire. Ça sert à rien. Ça, en venant, je le savais. Je me suis dit, il faut pas que je vienne. Je suis pas en état, là. Une question intéressante, Je c'est qu'est-ce préférais qui fait que vous êtes venu. qu'on continue en face à face. J'ai froid, j'arrive pas à me réchauffer. Le face à face peut être plus contenant. Donc c'est intéressant qu'elle le lise. Dans un moment où elles se sont dissociées, éclatées, elle a sûrement l'impression que qu'elle n'est pas dans son corps, comme si elle était... Si vous me disiez en face à face, comme vous dites, ce qui s'est passé la nuit dernière. Voilà, là, il reste trop collé. Mais ce qui s'est passé la nuit dernière n'a rien à voir avec les attentats. J'ai bousillé ma vie. J'ai quitté Cédric. Parce
Parce qu'hier soir, après mes 48 heures de bloc, je suis rentrée, j'étais épuisée, hein, comme vous devez bien vous en douter. Mais impossible de m'endormir. Puis là, il y a eu une dispute horrible. Hurlements, bagarres, c'était le grand cirque. Alors je me suis cassée de chez lui. Et puis je me suis retrouvée dans la rue, il était 2h du matin, je savais pas où aller. Du coup, je suis retournée à Saint-Antoine. Je me sens pas bien. J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir là sur votre tapis usé. Mais c'est pas grave. Continuez. Comment ça, c'est pas grave? Je cherche à le changer depuis longtemps, ça me fera une très bonne raison. Allez, je vous écoute. Ah non, mais du vomi, ça pue, hein, c'est dégueulasse. Puis si vous croyez que j'ai envie de vomir devant vous, si vous croyez que ça se fait de se répandre devant son psy... Mais devant son psy ou devant moi en particulier? Devant vous. Mais devant moi, c'est pas grave. En tant que psy, je suis là pour ça. Vous avez attendu 2 heures, là, dans le froid. Vous débarquez dans mon cabinet encore sous le choc de ce que vous avez vécu. Vous pleurez pour la première fois depuis que vous êtes entré en analyse. Alors aujourd'hui, vous désirez probablement, je ne dirais pas vous répondre. Vous désirez me montrer une autre part de vous-même. Alors allez-y. Vous êtes venu me raconter quelque chose, je vous écoute. Il n'y a que moi qui sens le forcing. Allez-y, allez-y, allez-y. Bah, elle le sent pas, elle le sent pas. Enfin, je comprends. Il y a un truc qui me dérange dans cette interaction. Je sais pas si vous le sentez. J'ai une impression de forcing comme ça. Bon, après, ils se connaissent depuis longtemps apparemment. Donc, évidemment, il peut se permettre des choses parce qu'il connaît la personne. Et que sûrement il a des hypothèses. Mais moi, là, je me sens pas bien, quoi. D'un côté, il dit c'est pas grave, de l'autre côté, il dit mais allez-y. Je suis pas sûre que je l'aurais amené comme ça, quoi. Le côté c'est pas grave, oui, on est d'accord, c'est pas grave, il y a rien de grave. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais reconnu son... Comment dire déjà le fait qu'elle est connectée à elle-même, qu'elle ressent ses besoins, elle a pu enlever ses chaussures, elle a pu demander quelque chose pour pas avoir froid, enfin, donc c'est important. Et je sais pas pourquoi il reste aussi attaché au fait, en fait. C'est un truc qui me perturbe et j'ai l'impression qu'il essaie de le faire cracher le morceau et ça, c'est un truc que j'ai toujours détesté. D'avoir l'impression de tirer les verres du nez de mes patients, c'est quelque chose que je sais pas faire, en fait. Je sais pas faire pour moi, et je suis pas la seule, mais être en thérapie, c'est être à côté du patient. C'est pas être devant, c'est pas être derrière. En tout cas, on essaye au maximum d'être à côté. Et là, j'ai l'impression qu'il attire. Ça me met un peu mal à l'aise. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Ou si j'arrive à poster cette vidéo un jour sur YouTube, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai été prise au piège. Cédric m'a donné un ultimatum. Il faut qu'on se marie. Ça va prendre ou à laisser. Soit on fonde un foyer à l'ancienne, soit on se sépare. Alors il me laisse un jour ou 2 pour réfléchir, pour me décider si on va chez lui ou chez moi, ou si on prend un nouvel appartement, parce que monsieur a les idées larges. Sinon on se sépare. Je sais pas pourquoi il me prend toujours la tête au pire moment. Puis alors là, dans le genre funèbre, il a battu les records. Franchement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je sortais... Je sais, j'avais dit que je ferais pas des pauses toutes les 5 secondes, mais je trouve ça super intéressant. Ellie, je sais pas pourquoi, il me prend toujours au piège ou quelque chose comme ça, au pire moment. Et je trouve ça intéressant, en fait, que son compagnon mette un ultimatum au pire moment, quoi. Genre, vraiment, c'est le moment de commencer à dire... c'est le moment de commencer à dire oui, on se marie ou on se quitte, alors que... Elle vient de passer je sais pas combien de temps au bloc opératoire après les attentats du Bataclan, genre. Et ce qui serait intéressant, c'est une question qu'on se poserait en tant que systémicien, c'est mais quelle est la fonction pour ce système, ce couple, de poser ces questions-là à ce moment-là, quoi. Qu'est-ce qui fait que ils vont faire ça dans un moment aussi stressant? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont faire ça à un moment aussi crucial?
Et surtout à un moment, voilà, c'est ça que je veux dire, à un moment où ils sont si peu dispo, quoi. Parce que bah, la meuf, elle est mise au pied du mur, évidemment, elle sait pas faire autre chose que ce qu'elle a dû faire là, fuir. Et drôle d'idée de faire ça à ce moment-là, je trouve. Mais, enfin, pas drôle d'idée, interpellant. Moi, ça me ferait tilt. Et je le dirais pas nécessairement, mais je me mettrais en tête, bah tiens, elle pose une question vachement intéressante et qui peut-être est représentative quelque part de son fonctionnement dans son couple, enfin du fonctionnement du couple plutôt. Ouais. De la douche, je m'étais servi un petit verre de rouge, histoire de décompresser. Puis là, je le vois arriver sans crier gare avec ses grands yeux humides. Et il me sort, Ariane, ça peut plus durer, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, on construit rien, un coup chez toi, un coup chez moi. Faut qu'on se décide, j'en peux plus de cette relation, il faut qu'on se décide surtout après ce qui vient de se passer. Épouse-moi. J'en peux plus de cette relation mi-chèvre, mi-chou. Voilà ce qu'il m'a dit. Relation mi-chèvre, mi-chou, ce crétin. C'est qui la chèvre, je lui ai dit. Je sais pas pourquoi ça m'est sorti comme ça, histoire de détendre l'atmosphère, mais... Je sais pas ce qui lui a pris, il s'est mis à pleurer. Je l'avais jamais vu comme ça. Vous vous rendez compte ? Après un trauma majeur, les gens sont dans l'effroi. Ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose. La variété des réactions humaines à ce type d'événement peut être parfois un peu surprenante. Mais la vôtre aussi, peut-être. Qu'est-ce qui vous a mis en colère ? Mais vous trouvez pas ça déplacé ? Qui cherche à me manipuler comme ça ? Je trouve le personnage de la fille et de la femme très juste. Elle réagit très justement par rapport à... Enfin, je crois que c'est super important de faire de la psychoéducation, d'expliquer le trauma et tout ça. Je le fais. Je trouve que c'est extrêmement important de comprendre comment on fonctionne. Mais là, à ce moment-là, est-ce que ce serait pas plus intéressant de demander à madame comment elle s'est sentie à ce moment-là, voir à quoi ça l'a renvoyée, etc. Plutôt que de normaliser quelque part le comportement quand même assez particulier de son compagnon. Perso, enfin voilà, en systémique on travaille beaucoup avec les résonances aussi, donc c'est-à-dire avec ce que ça nous fait nous, hein. Je vous le disais tout à l'heure dans une autre... pendant la FAQ, je vous disais, on fait partie du système et on s'utilise... en systémique dans les thérapies, et donc moi j'aurais dit quand vous me dites ça, je me sens comme ça, je sens un super gros poids, enfin là je le sens dans la poitrine, dans les épaules, enfin ça a dû, voilà, qu'est-ce que ça vous a fait? Et donc finalement je poserai quand même la question, qu'est-ce que ça vous a fait? Mais je comprends qu'elle s'énerve, je comprends. Ouais. Parce qu'il croyait quoi ? Il pensait que j'allais le consoler comme un petit bébé ? Parce que moi j'ai repensé à tous ces blessés parce que vous les auriez vus. Comment ils prenaient sur eux ? Ils refusaient même les antidouleurs de peur qu'il en manque pour les autres. Oh putain, j'ai piqué une de ces crises. Je sais plus ce que je lui ai balancé à la gueule, mais... Et puis après je me suis habillée en vitesse et je me suis cassée, hein, claquant la porte. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez bousillé votre vie ? Ça, c'est une question intéressante. C'est pas mon coup de colère le problème. Parce que vous me connaissez pas en fait. Vous avez une idée de la personne que vous avez en face de vous, mais hier j'ai fait n'importe quoi. J'ai complètement dérapé. Est-ce que je suis repartie 2 heures au bloc ? C'était ma dernière opération. Je sais même pas comment je tenais. C'était une trapéziste qui était en terrasse au Carillon. Une balle lui avait brisé le poignet. Et ça m'a pris à la gorge, j'avais une envie de pleurer. Mais bon, je me suis retenue. Mais il a fallu que je m'allonge. Et puis j'ai poussé les portes du bloc. Le couloir était vide. C'était désert, c'était presque redevenu Vous voyez, une nuit de garde normale. Elle décrit en fait des réactions physiques et émotionnelles au traumatisme qu'elle est en train de vivre. Pour ceux qui viennent d'arriver, de ce qu'on comprend, elle est chirurgienne dans un hôpital qui a accueilli des blessés du Bataclan. Et elle n'a pas pu... salut Siverel.
elle n'a pas pu... en fait, comme elle était obligée d'être professionnelle, comme elle dit, comme elle était obligée d'être active, comme elle était obligée d'être présente, comme elle était obligée, d'être calme dans l'action, elle n'a pas pu laisser l'espace nécessaire à son corps et à ses émotions de vivre le trauma. Et donc, elle a dû prendre sur elle. Et puis, bon, finalement, son corps a quand même réagi. Elle a dû s'allonger. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est pas grave. C'est pas grave comme ça. Il y a des fois dans la vie, on est obligé de reporter un peu l'expression physique et émotionnelle des événements potentiellement traumatisants qu'on vit. Parce que sur le moment, on n'en peut pas. Mais c'est pas grave, le tout c'est de pouvoir après le faire quand même. Donc là par exemple en thérapie, ce serait intéressant de pouvoir créer un espace où on pourrait accueillir tout ça. Dans l'ascenseur, il y avait un infirmier que je connaissais pas, qui avait dû être envoyé en renfort par les autres hôpitaux. C'était pas mal. Il avait une barbe de 3 jours, les cheveux en brosse, il avait un air de Daniel Craig. Et je sentais bien son regard sur moi. Et à un moment, il me dit « La tristesse vous va bien. » Vous vous rendez compte du culot du gars, quoi? Putain, mec, c'est tout ce que t'as trouvé pour me brancher, quoi. La tristesse vous va bien. Vous êtes d'accord avec lui? Vous trouvez que la tristesse me va bien? Je pense que la tristesse, ça ne va bien à personne. Alors, de nouveau, il est pris dans... Il est pris dans le discours et dans les questions et je sais pas, il est psychanalyste, il a peut-être pas l'habitude d'être en face du patient. Là, la question à poser, ça aurait été comment vous vous êtes senti quand il vous a dit ça? Parce qu'à mon avis, la colère, c'est une émotion secondaire, donc derrière, il y a sûrement soit de la tristesse, soit de la peur, soit les deux. Vu ce qu'elle vit, je miserais sur les deux. Et c'est normal qu'elle soit dans de la colère parce qu'elle essaie de se protéger d'un gars qui a quand même des propos bizarres. Et surtout, elle est en train de vivre des choses très compliquées, très lourdes. Et donc moi, j'essaierai. Après, c'est peut-être pas le bon moment pour elle. Peut-être qu'elle nierait ma question, mais je serais plus dans quelque chose de l'ordre de comment vous êtes senti quand il vous a dit ça. Et elle dirait en colère. Et puis je pense qu'elle dirait triste ou apeurée. Je pense que si on allait explorer cette émotion, on irait vers ça. Et là, lui, elle lui demande ce qu'il pense. Elle le teste. Et à mon avis, elle rejoue des choses de ses autres relations qu'elle a connues. Et le problème, c'est que s'il répond là où elle l'invite à répondre, il va pas lui permettre de vivre une expérience différente de tout ce qu'elle a vécu dans sa vie. Et du coup, c'est pas tellement thérapeutique, quoi. Parce que nous, en tant que thérapeute, ce qu'on veut, c'est que... Enfin, ce qu'on veut... Une de nos manières de soigner, c'est de permettre aux gens de vivre quelque chose de différent dans la relation que ce à quoi ils sont habitués. Et donc... un grand professeur que j'ai eu, Moni El-Kaïm, disait qu'on essaye d'imprimer un pas de danse différent de ce que les patients ont l'habitude de vivre. Et là, je suis pas sûre qu'il arrive à... Je crois qu'il est trop pris dedans, en fait. Il arrive pas trop à se décaler de ça et à proposer un pas de danse différent. J'ai eu envie de lui. Après, me demandez pas pourquoi, mais... Enfin, moi, je sais pourquoi. Parce que vous savez ce qu'on dit sur les chirurgiens? Qu'après une opération longue et difficile, ou même quand ça se passe pas bien, on a toujours besoin de se vider les... Enfin, voilà, je vais pas vous faire un dessin. Dans le service, on appelle ça le coup de queue après le coup de scalpel. Freud appelle ça, plus prosaïquement, la pulsion de vie. Bref, ça m'a traversé l'esprit. Mais 2 secondes, vraiment, pas plus. Mais ça a largement suffi pour qu'ils s'en rendent compte. Et on est monté dans un bureau des consultations au 1er étage. Oh, puis merde. Franchement, il fallait bien au moins que ça m'arrive au moins une fois, avant que je m'en croûte là avec Cédric. Vous voulez dire que vous vouliez faire pour vous? Pas pour vous venger de l'ultimatum de Cédric? Bon, bref, on a commencé à se chauffer. C'est étonnant parce qu'il pose beaucoup de questions fermées
Alors que pour un psychanalyste, ça m'étonne fort. Mais oui, la question, on l'aurait formulée autrement, quoi. Croûte là avec Cédric. Vous voulez dire que vous vouliez faire pour vous? Vous voulez dire que vous vouliez faire pour vous? C'est une question fermée, c'est genre elle peut répondre que oui ou non. Ce serait beaucoup plus intéressant de dire qu'est-ce que vous voulez dire, c'est-à-dire... voilà, juste une question ouverte. Pas pour vous venger de l'ultimatum de Cédric? Bon bref, on a commencé à se chauffer. Parce que là, elle a que 2 options. Il lui donne que 2 options. L'humain est plus complexe que 2 options quand même. Et il m'a plaqué contre le bureau. Franchement, il était très chaud. Il a baissé son froc. Ça vous choque, hein, ce que je raconte? Non. Mais ça vous excite? Voilà. Il est complètement pris dedans. Ça vous choque ce que je raconte? Il répond directement non. Alors, c'est pas tellement... La question, quand on est thérapeute, c'est pas tellement est-ce que ça me choque ou pas. La question, c'est qu'est-ce que ça vous fait à vous? Comment vous vous sentez de me le raconter? Voilà, parce que nous, dans notre position, normalement, enfin, comment dire, un thérapeute, sa position, c'est quelqu'un qui peut tout entendre, qui vous fait sentir en tout cas, qui peut tout entendre, et si c'est faux, vous le sentirez, et qui peut le tenir. Et donc, il est plus trop en position méta, là, il est complètement pris dedans, il n'arrive pas à être au-dessus de la relation et à avoir une position où il réfléchit la relation en même temps. Et elle le provoque, elle n'arrête pas, et du coup, il est de plus en plus pris dedans. Continuez. Et je me suis retrouvée devant cette énorme... Parce que c'était énorme. J'avais l'impression d'avoir 15 ans. Je l'ai attrapée, elle était chaude, élastique. C'est comme si c'était nouveau pour moi. Et là, il m'a retourné contre le bureau, et il a soulevé ma blouse qui pue encore le bloc. Et il a descendu mon pantalon et ma culotte jusqu'aux chevilles. Puis là, il a sorti un préservatif de sa poche. Là, j'ai réalisé qu'il n'en était pas à son coup d'essai. C'était prévoyant. Vous voyez à quel point on est pris dans le discours trauma? Je me suis rendu compte que ça allait pas être possible. Là, je le sentais plus du tout. Et l'autre derrière moi qui se frottait près à la besogne. Mais je pouvais pas. Je pouvais pas faire ça à Cédric. Alors j'ai fermé les jambes. Point. Là, je lui demanderais vraiment comment elle s'est sentie dans son corps et quelles sont les émotions qui lui sont venues, quoi. Sacrée expérience. Mon Dieu. Mon Dieu. Vous avez entendu ça? Sacrée expérience? Vous imaginez? Vous imaginez, vous êtes en train de parler à votre psy. Du fait que vous avez pris en charge des Ah, je suis choquée. Que vous avez pris en charge des victimes d'un attentat. 2, que vous avez été des heures et des heures durant en bloc opératoire. 3, que votre compagnon vous a mis au pied du mur pour que vous mariez, sinon il vous quitte. Que du coup vous avez été pris dans un truc complètement dingue, où vous vous êtes retrouvé à faire un truc avec lequel vous n'êtes pas aligné, extrêmement intrusif en plus parce que c'est de l'ordre de la sexualité, et donc et vous en êtes là, et le thérapeute il vous dit sacrée expérience. Je suis désolée, mais what? Oh mon Dieu, mais moi mon thérapeute il me dit ça, mais vous imaginez pas ma tête, quoi. Ah, je suis vraiment choquée. Et je veux dire, allez, je vois, Sylvie, pardon, tu dis, je suis même pas thérapeute, mais je dis pas ça, on est d'accord.
Non, moi, ce que je dirais, oh. Oui, tu peux dire sacrée expérience, c'est pas ça, mais la formulation, elle est tellement maladroite. Moi, je pourrais dire ça, je pourrais dire un truc du genre, waouh, vous êtes quand même passé par pas mal de choses, faire une forme de reconnaissance, mais plus subtile et moins maladroite, mais il était tellement pris dans les événements, dans le truc, qu'il n'arrivait plus à se détacher. Et donc je pense que, vous voyez, hein, d'ailleurs l'acteur joue super bien, vous voyez comment il est pris dedans physiquement, je sais pas, vous le sentez, moi je suis prise dedans aussi. Très bonne série. Et oui, non, je dirais, physiquement, je sens que je suis prise dans la cage thoracique. Enfin, j'imagine pas à quel point ça a dû être... vous avez vécu des choses intenses et pas évidentes et même assez lourdes quelque part à gérer à la suite. Ouais, c'est vraiment ce que j'aurais envie de dire là, comme ça à chaud. Il devrait lui dire de changer de thérapeute, proposer un collègue. Ah, on pourra en parler, non, pas spécialement en fait, puisqu'on travaille avec nous-mêmes. On travaille avec nous-mêmes comme premier levier dans la thérapie. Pas spécialement, par contre, il pourrait aller en supervision. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo sur YouTube. Je pense que le mieux, ce serait qu'il aille en supervision, c'est-à-dire parler avec un autre psy de comment il peut aider cette patiente, comment retrouver sa position de thérapeute avec cette patiente. On va avancer. Ouais, mais attendez, parce que... Merci pour tes questions. Hein. C'est pas fini. Oh, c'est pas fini en plus. Parce que le type, il le voyait pas du tout sous cet angle-là. Oh non. Et il lâche pas l'affaire, il insiste. Il me dit, allez, maintenant qu'on y est, t'as vu dans quel état tu m'as mis, toujours avec son truc au garde à vous, là. Et il me dit, tu vas bien me faire une petite branlette? Oh putain. Là, j'ai halluciné. En même temps, j'étais mal. Et c'est là que j'ai pensé à vous. On a tous fait la même tête. À moi? Eh bien, à quel sens? Ah là là. Je me suis vue face à vous. Je me suis vue venir ici et m'asseoir sur le divan et vous raconter les choses comme maintenant. Et alors? Alors j'étais persuadée que vous seriez dégoûté. La distance. Enfin, j'étais convaincue que vous le supporteriez pas. Mais si c'était ça votre but, me dégoûter, la raison pour laquelle vous êtes précipité ici, quitte à attendre 2 heures dans le froid, ce qui vous a poussé à vous arracher des pattes de ce type, quitter l'hôpital pour bondir jusqu'à mon cabinet, tout ça dans le dessein, dans la hâte de me dégoûter. Je me suis pas arrachée à ses pattes. Il a eu le droit à sa petite récompense. Après, me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. Mais vous ne le savez pas ou vous ne voulez pas me le dire? Dire, me demandez pas pourquoi j'ai fait ça alors que je me suis blessée les mains. Enfin, j'ai envie de vomir, mais je reviens. Fuite. En situation de stress, faites une prise de secondaire, faites une prise on avait parlé en première vidéo. Là aussi, pourquoi pas, franchement, c'est bien. Ça va mieux? Ça va, merci. Vous avez une bonne raison de changer votre tapis de bain maintenant. Je suis désolée. J'ai besoin qu'on fasse un petit retour en arrière. Malgré votre mésaventure de cette nuit, je voudrais pas perdre de vue la question de Cédric. Ouais, enfin, je crois pas qu'il mérite autant d'attention. Parce qu'il avait pas le droit de me mettre dans cette position. Quelle position? La position de devoir choisir. De devoir porter la responsabilité de tout ce qui nous arrive. Je trouve que c'est un peu facile de mettre sa réaction sur le compte des attentats.
Ce n'est pas exactement ça. Disons que les attentats, avec l'inquiétude de vous savoir à l'hôpital en première ligne, sans nouvelles de vous pendant 48 heures, ont sûrement joué sur les inhibitions de Cédric. Ça les a fait sauter. Ce qu'il avait à cœur de vous dire depuis quelque temps est sorti sans filtre, maladroitement, comme un ultimatum et au plus mauvais moment. Non, parce que moi, je vais vous dire ce qu'il avait en tête. Parce qu'il est... Enfin, je pense que c'est super important qu'on puisse aussi se connecter aux compagnons, aux partenaires de nos patients, et même si on ne les connaît pas. Mais je comprends pas pourquoi il est autant dans le fait de défendre ce jeune homme qui sûrement a été pris comme il est dans certaines choses, mais ça n'empêche pas que le vécu de la patiente, qui est que c'était violent et maladroit et finalement agressif, et que c'était quelque part un manque de respect pour elle, de lui faire ça à ce moment-là. Je comprends pas pourquoi il minimise autant cette partie-là. C'est quand même... Enfin, je pense qu'on peut faire les deux en même temps. On peut dire en même temps qu'il était pris dans ce qu'il était pris, le gars, et qu'en même temps, il n'avait pas à le faire comme ça. Je vois pas pourquoi ce serait opposé. Et les deux peuvent se passer en même temps. Comme tous ces mecs, hein, ils veulent vous mettre la bague au doigt, ils veulent vous faire des gamins, puis ensuite ils veulent vous ramener à la maison. C'est ça qu'il avait en tête. Ça, moi, je peux plus le supporter, ça, je peux plus le gérer. D'autant plus que vous entendez que pour elle, le mariage, c'est quelque chose de très violent, en fait. Elle vit ça comme une manière de la piéger, comme une manière de l'enfermer. Donc, ouais, c'est doublement violent. Et si le gars en est à lui demander sa main, il la connaît quand même. C'est que ça fait un moment qu'ils sont ensemble, donc je suis pas super à l'aise avec ce positionnement. Tu dis peut-être pour lui faire sortir des ressentiments qui seraient plus profonds, mais c'est violent, cette manière de faire, oui. Après, moi, je peux taquiner mes patients, hein, je le fais. Je peux parfois piquer quand je les connais bien, mais je reste fort dans de la bienveillance. Mais bon, c'est peut-être mon style, c'est peut-être moi qui suis plus là-dedans. J'aime pas secouer trop violemment les gens. Je veux dire, le monde extérieur est déjà assez violent. Tu vas chez ton psy, c'est pas pour recevoir des claques, quoi. je trouve. Allez, je comprends pas, là. Je pensais que c'était venu comme ça, sans crier gare. Vous étiez en train de boire un verre. Oui, j'étais en train de boire un verre de vin rouge. Mais c'était juste avant, c'est quand j'étais en train de me sécher les cheveux. Parce qu'il est arrivé, j'ai bien vu qu'il tirait la tronche. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui va pas? Et c'est là qu'il me sort son truc sur un coup chez toi, un coup chez moi, l'engagement, blablabla. Et je lui ai dit, oui, c'est vrai, t'as raison, il va falloir qu'on se décide, parce que c'est soit on vit ensemble, soit on se sépare. Voilà. Et lui... Donc finalement, c'est vous qui l'avez posé, ce fameux ultimatum. Ah, donc c'est ta faute. Non, pas du tout, puisque c'est lui qui en peut plus d'un coup chez toi, un coup chez moi. Certes, mais ne plus vouloir du un coup chez moi, un coup chez toi, c'est une idée générale. Emménager ensemble ou se séparer, c'est du concret. C'est ça, l'ultimatum. Non, pas du tout. Avec la patiente. C'est pas ça, l'ultimatum, c'est... Admettons que ce soit moi qui ai posé l'alternative, c'est ça. Mais c'est pas moi qui ai déclenché le conflit, ça, il a sauté. Mais enfin, mais pourquoi le psy est autant dans la question de la faute à qui? Y a que moi que ça chaque? Pourquoi on s'en fout? On s'en fout de qui a verbalisé. Ils se sentaient tous les deux pris dans cet ultimatum, puisque tous les deux dans le couple ne s'y retrouvent pas en termes, j'imagine, d'attente du futur. Donc, que ce soit elle ou que ce soit lui qui ait verbalisé la dernière fois les mots, le sentiment du ultimatum, ils l'avaient tous les deux et ils le vivaient tous les deux. C'est cette question de faute et de responsabilité, je la trouve moyen. J'irais beaucoup plus dans qu'est-ce que ça vous a fait sentir, comment vous êtes senti, quelles étaient les émotions, et si on veut aller plus loin, à quoi ça vous a renvoyé? Parce que moi, mon hypothèse, c'est que cette jeune femme, c'est pas la première fois qu'elle se retrouve dans des trucs comme ça.
ça doit très certainement... Si elle a réagi de manière aussi intense, ça doit certainement la renvoyer à des traumas passés, à des choses qui n'ont pas été digérées par le passé. Et ce serait tellement plus intéressant d'aller là-dedans que d'aller dans la question de la faute. Je suis assez étonnée. T'es sur l'occasion pour pouvoir m'accuser de pas vouloir m'engager, à me donner qu'un jour ou deux pour pouvoir réfléchir. Et moi, je lui ai dit, ok, d'accord, pas de problème. Ça, il a pas supporté, il s'est mis à pleurer. Alors, ça lui a foutu les jetons. Mais il a qu'à assumer, hein. Et vous? Quoi, moi? Ça ne vous fait pas peur? Mais de quoi? Mais la possibilité que vous vous sépariez. Mais c'est pas du tout la question. C'est pas ça ce qui est en jeu. Alors, qu'est-ce qui est en jeu dans ce conflit que vous avez déclenché? Moi, je n'ai rien déclenché du tout, hein. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi il lui dit ça? À chaque fois qu'elle essaye de revenir dans la conversation, de revenir dans de l'introspection, il lui rebalance à la gueule que c'est sa faute. Le conflit que vous avez déclenché, genre, pardon, elle est pas bien avec ça dans son couple, elle a le malheur de dire que ça lui convient pas, ou en tout cas qu'elle se questionne. Est-ce que c'est une faute? Est-ce que c'est une faute de dire qu'on n'est pas bien? Est-ce que c'est une faute de déclencher un conflit? Un conflit, c'est pas grave, hein. On a le droit d'avoir des conflits, il suffit qu'ils soient pas violents et qu'ils soient dans le respect les uns des autres. Ah, je suis énervée. Je suis énervée. Ça m'énerve. Mais ça vous énerve pas? Bon, on continue. Il y a ceux qui parlent et ceux qui font. Cédric a peut-être une tendance à mettre les problèmes en avant, à insister dessus, mais pas forcément à vouloir trancher. Peut-être est-ce vous qui ne supportez pas l'incertitude qui plane sur votre relation. Cédric n'a probablement fait que remettre sous vos yeux un problème qui vous taraudait vous. Cette crise, c'est vous qui l'avez amené à son point d'incandescence. Bon, je suis désolée, je fais encore une pause. Mais c'est quoi cette manière linéaire de voir les choses? C'est quoi cette... En fait, tu dis t'es pas énervé, c'est pas normal, mais bon. Mais moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est le fait que ce soit un thérapeute. Tu vois, je veux dire, ce serait sa pote, ce serait son pote, ce serait même son père, je veux dire. On s'en fout, tu vois, mais c'est son psy. Quand t'es psy, t'as une responsabilité dans ce que tu transmets, dans ce que tu véhicules. Et pour moi, ça me met en colère qu'un psy puisse véhiculer des trucs du genre c'est ta faute, ou t'as fait une bêtise, ou il a une manière très linéaire de voir les choses, genre il y a A qui a fait un truc, du coup B, du coup il y a la conséquence B, alors que c'est très circulaire dans ce couple. Il y a quelque chose où ils se nourrissent l'un l'autre avec son compagnon dans leurs conflits, dans leurs difficultés, dans leurs paradoxes et tout ça, et le psy a besoin de trouver un coupable, et il a apparemment décidé que c'était elle. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Du tout. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que cette crise joue autre chose pour vous. C'est vachement supérieur comme manière de parler. Ce que j'essaie de lui faire... Oh mon Dieu, c'est tellement paternaliste. Tu dis oui, mais la responsabilité d'un psy et sa manière de faire en général, oui, c'est pas ça en effet, mais un psy est humain, il peut aussi vriller de sa position de thérapeute, je pense. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. On peut glisser. Ça nous arrive. Mais c'est pas professionnel et il faut se reprendre. Il faut aller en supervision, ou on peut même le verbaliser avec le patient, mais c'est pas professionnel. En tout cas, on ne paye pas pour ça et on n'est pas... Notre métier, c'est pas ça, quoi. Et la manière dont il parle... Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est hyper paternaliste. Si je devais dire quelque chose de cet ordre-là, je dirais... l'impression que j'ai moi, ou ce qui me vient, ce que moi j'en comprends, et puis on construit à partir de ça, avec mon vécu, quand j'entends ça, et le vécu de la patiente. C'est moins paternaliste. Vous avez vécu ces derniers jours des événements très durs. Ils ont une incidence sur la perception que vous avez de la réalité. Oui, ça c'est vrai. J'ai employé le mot de trauma tout à l'heure. Vous comprenez ce que j'ai voulu dire? Vous comprenez ce que j'ai voulu dire? Vous, Mademoiselle Coligny.
Cette crise a peut-être une cause externe. Pourquoi, d'après vous, a-t-elle éclaté maintenant, à ce moment particulier de votre existence, de notre existence à tous, au lendemain des attentats? C'est pas les attentats. Il y a quelqu'un d'autre. Vous voulez dire que la nuit dernière à l'hôpital? Pour ça n'a aucune importance. Ça dure depuis bien plus longtemps. Mais comment se fait-il qu'on n'en ait jamais parlé ici? Il me semble qu'on en a beaucoup parlé. Là, pas frontalement, hein, mais ça allait de soi. Après, me dites pas que vous en êtes pas rendu compte. Vous faites semblant. Et rendu compte de quoi, là? Je crains de ne pas vous suivre. Excellent. Quand je pense que je me suis joué cette scène, mais des milliers de fois, je crois même que c'était mon activité mentale principale, hein, ces derniers temps. Racontez-moi cette scène. Vous savez, j'ai beaucoup d'imagination, alors il y a plein de variantes. Je vous écoute. Il y a 2 grands scénarios de base, en gros. Dans la première, vous me prenez dans vos bras et vous me dites « Moi aussi, je t'aime, Ariane ». Et vous ajoutez « J'attendais votre aveu ». Parce que vous me tutoyez, et puis vous m'appelez par mon prénom. Et puis, on s'embrasse, et ensuite, on fait l'amour. On fait l'amour sur le canapé, ou sur le fauteuil, ou même sur le tapis. Oui, je vois. Et dans l'autre version? C'est à peu près la même chose, en gros, mais on fait pas l'amour. C'est la version plus romantique. Moi, j'ai une préférence pour la une. Je sais pas si vous vous rendez compte. La position dans laquelle vous me mettez, mais c'est très gênant. Surtout de me dire que peut-être que tout ça n'a eu lieu que dans mon imagination et puis vous faites comme si de rien n'était. Assis sur votre fauteuil comme le Dalai Lama. Depuis combien de temps jouez-vous ces scènes? À quel moment ça a commencé? Oh là là, Le premier. c'est quoi ces questions? Depuis combien de temps vous fantasmez sur moi? Quand est-ce que ça a commencé? C'est pas très intéressant, je trouve. Par contre, venir questionner sur son rapport aux hommes, sur son rapport à l'autorité, sur son rapport... Se détacher de ça, il est psychanalyste, il sait très bien que c'est du transfert, du contre-transfert, enfin non, du transfert. La question, enfin, moi je suis pas psychanalyste, hein, pour ceux qui sont arrivés après. J'ai étudié beaucoup la psychanalyse à l'UNIF, parce que dans mon UNIF, on nous a beaucoup appris ça. Mais je me considère pas là-dedans, mais bon... Un psychanalyste sait très bien que ça parle pas de lui, donc je serais intéressée de savoir comment il travaille ça en psychanalyse. Maintenant, moi, je le travaillerai pas du tout comme ça. J'irai beaucoup plus travailler sur ce qui déclenche ça. Salut. J'ai presque fini. Vidéo ou Bernard? Non, je suis en live. Ah, oups, désolé. T'inquiète. Bonjour. Il y a 1 an. Au début, je pensais que ça allait passer. Que c'était une étape. Hein. Transfert, comme vous dites. Ça n'a fait qu'empirer. Et ça peut être une étape. C'est devenu une c'est obsession. quelque chose qu'on travaille en thérapie. Vous êtes devenu mon obsession. Je me demande... Ces scènes que vous suscitez, au fond, sont parfaitement normales. Le transfert, comme vous dites, n'est jamais loin du sentiment amoureux. Freud dit même que c'est peut-être le seul amour vrai. Bon, on lui laisse la responsabilité de ses paroles. Serait-il possible que ces images que vous... Freud a dit que le transfert avec sur son psy, c'était le seul amour vrai. Genre, what the fuck? Tout le monde te voit. Ok. Bonjour. Vous avez fabriqué à un moment de votre analyse, et bien que vous les ayez remobilisés pour leur donner une importance démesurée, justement parce que vous en avez besoin ici et maintenant. Besoin de quoi? Mais parce que vous venez de vivre une expérience terrible qui a mis à mal tous vos repères et que vous cherchez une issue à cette crise. Il essaye de mettre du sens au lieu de C'est parler absurde. d'elle. Ça parle d'elle, ça parle de ses traumas. ça C'est parle de ses normal que relations. cette interprétation vous choque, ça s'appelle la résistance.
Oh mon Dieu. Mais réfléchissez, je suis votre analyste. Je suis pile l'homme que vous ne pouvez pas avoir. Oh, Il y a des mon règles et Dieu. vous le savez. Oh mon Dieu, j'aurais tellement de choses à dire. Ok, donc... il lui dit, c'est normal ce que vous vivez, tous les patients le vivent, donc sympa, de réduire quelqu'un à juste un effet psy. Il lui dit, réfléchissez enfin, voyons, utilisez votre cerveau, madame. Vous savez bien que je suis pas accessible, c'est sûrement que ça a du sens. En fait, si tu veux, il se pose, enfin je dis si tu veux parce que je vois les réactions de Silverell, mais si vous voulez, il se pose les bonnes questions, c'est pas qu'il se pose les mauvaises questions, mais pourquoi il est obligé, pourquoi il va aussi frontalement et pourquoi il n'utilise pas ça comme un levier de travail comme ils se font en psychanalyse, ils utilisent le transfert comme levier. Pourquoi il lui balance tout ça avec un air paternaliste sur la tronche, comme si elle faisait une faute, comme si elle faisait quelque chose de grave, alors qu'en même temps, de manière complètement paradoxale, il lui dit que c'est normal. Je trouve qu'il y a quelque chose de très malsain, en fait, dans cette manière d'interagir. Et je dis pas, hein, c'est systémique, donc elle l'invite tout le temps là-dedans aussi. Donc, mais lui n'arrive pas à garder sa position thérapeutique et est pris dedans vraiment très rapidement. Et il s'en détache pas. Bon, le bruit, c'est du café, si jamais vous posez la question. Mais bien sûr que ça s'entend. Désolé, vraiment désolé. Je cumule, je m'en rends compte. On a presque fini, t'inquiète. Mais donc là, ce qui se passe, c'est, pour moi, c'est de l'ordre de la faute. C'est de l'ordre c'est violent en tout cas. Voilà, c'est très violent. Je reviens tout le temps avec ça, mais ça me choque un peu fort. Mais très bien. C'est justement grâce à ces règles que vous pouvez vous précipiter ici pour trouver une issue à cette crise. Non, En mais fait, il n'y a pas de dit, crise. il y a des règles. Vous ne pouvez pas fantasmer Tout ça, sur c'est moi. à cause de vous. Mais c'est normal de fantasmer sur moi. Alors, puisque vous tenez tellement à savoir ce qui s'est passé pendant cette longue nuit, hein, qui a duré 48 heures, à un moment, j'étais en train de fumer une cigarette au parking, entre 2 interventions, et tous ces corps, hein, pleins de vie, jeunes, lacérés par les balles, ça n'avait pas de sens. Hein, 1 heure avant, ils étaient en train de boire un coup, et puis là, j'ai pensé à vous. Et j'ai pensé à votre rue, les cafés. Puis je me suis dit que si ça se trouve, vous y étiez. Et si ça se trouve, vous étiez mort. Sans qu'on ait pu se dire que... Et là, j'ai paniqué. Et j'ai été chercher dans les registres, j'ai été chercher dans les admissions. Et j'ai prié. Je vous jure, je me suis mise à prier. Et je me suis fait cette promesse que si jamais vous étiez encore en vie, j'allais tout vous dire. Mais là, ce serait intéressant de lui demander qu'est-ce qui s'est joué Parce qu'on peut en pas attendre elle, pour dire aux gens qu'on les Qu'est-ce aime. qui fait qu'elle était comme ça? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Quelles sont ses peurs? Quelles sont ses angoisses? Et là, entre 2 interventions, j'ai pas résisté. J'ai pris le téléphone du bloc. Et puis je vous ai appelé. Et 7 sonneries. 8 sonneries. Et ça battait dans mes tempes. Et j'ai l'impression que mon cerveau allait exploser. Et puis vous avez fini par répondre. Et là, C'est un moment d'angoisse j'étais soulagée. intense qu'elle vit. En même temps, j'ai paniqué, je savais plus quoi dire, du coup, j'ai raccroché. Le psy. C'était vous, le mystérieux normal coup de qu'elle fil du pense à samedi ça. à l'aube? Mais vous savez, quand l'infirmier m'a adressé la parole hier, c'était à ça que j'étais en train de rêver. Au moment où j'allais tout vous dire. Et même quand on s'est retrouvés dans le bureau de consultation, je me suis raconté que c'était vous. Alors qu'en fait, pas du tout, hein. C'était un type en caleçon rayé, c'était l'horreur. Et je sais bien que vous êtes impossible. Ça, c'est ce que je me dis à la fin de chaque séance. Mais c'est mon ventre, hein, c'est mon corps, ça ils comprennent pas. Toutes les petites cellules là dont je suis constituée pensent le contraire. C'est vraiment, c'est au niveau des attachements. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? C'est vraiment au niveau de l'attachement que j'irai bosser avec elle. Alors vous allez me dire que Et c'est le un trauma. psychanalyste, Normalement, il s'est passé. Mais moi, le trauma, c'est vous. Et ça fait des mois que ça dure. On va parler des différents types d'attachements et de comment on travaille. Alors je sais bien que ça peut pas arriver. Sur
sur la chaîne. Enfin, que j'ai aucune chance. Puis vous inquiétez pas, moi je vais pas faire Madeleine Close dans les liaisons fatales, là. Vous appelez jour et nuit à devenir la meilleure amie de votre femme. Mais il le travaille pas, en fait. Il le subit, simplement. Mais en gros, il dit, voilà, c'est quand même intéressant que au moment où ton mec te dit, voilà, soit on se marie, soit on se quitte, tu oses enfin dire à ton psy que tu fantasmes sur lui depuis des mois. Il y a quelque chose qui se joue à 2 niveaux, là, qui serait super intéressant de travailler, parce qu'elle quitte une relation qui est possible pour essayer d'investir une relation complètement impossible. Et vous voyez, il travaille pas, là. Il est pas au travail, le gars. Il subit tout ce qu'elle dit. Et il essaye de la recadrer. Comme si ça allait servir à quelque chose. Elle est partie trop loin, là. Donc, ça sert à rien d'essayer de lui dire ce qui est bien, ce qui est pas bien dans une relation. C'est complètement ailleurs. C'est pas au niveau du cerveau. C'est pas en la rationalisant qu'il va réussir à l'apaiser et surtout à faire quelque chose de thérapeutique. C'est en venant travailler au niveau des émotions, au niveau de son vécu, au niveau de son passé, au niveau de son corps. Elle parle beaucoup de son corps. C'est là qu'il pourrait faire du thérapeutique, mais il est complètement pris dedans, il subit complètement la situation. Elle l'a amené d'ailleurs très bien à ça. Et ouais, donc il a complètement perdu sa position thérapeutique, là. Vous cuisinez le lapin pour les gamins, non? Mais là, justement, je sais pas comment je vais faire pour retourner à ma vie. Même à l'hôpital. Sivrel dit est-ce qu'un attachement moindre peut s'intensifier avec un événement aussi violent et la soudaine peur de perdre l'autre, ou si l'attachement était déjà fort mais refoulé et que l'événement devient l'élément déclencheur et que l'attachement se révèle dans sa forme véritable? Alors, oui, la question de l'attachement est clairement liée à la question de l'abandon et à la question du rejet. Donc le fait de voir des gens mourir, le fait de tout d'un coup prendre conscience à un niveau très réel avec un attentat que les gens peuvent mourir et disparaître du jour au lendemain, ça réveille de manière très intense ces questions d'attachement. Et donc, je pense, comme il disait, hein, il avait des hypothèses intéressantes, c'est juste qu'il les a travaillées très bizarrement. C'est sûrement ce qui fait que son compagnon lui a mis un ultimatum, qui se sont mis l'un l'autre, qui se sont pris dans un ultimatum, et que là, elle arrive avec ces questions-là. Ton commentaire est très très pertinent. C'est une intervention très pertinente, merci. Et à cet ultimatum dérisoire. Cédric, pas Cédric. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, la seule chose qui compte, c'est vous. Donc c'est là que vous me dites que la séance est terminée, c'est ça? Ça fait combien de temps qu'il a pas regardé l'heure? Effectivement, on en reparle la semaine prochaine. J'allais dire de nouveau tu. Vous voyez, ce serait tellement plus intéressant de s'utiliser, de dire je suis très touchée par tout ce que vous dites, je suis même un petit peu bouleversée, il va me falloir du temps pour un peu assimiler. Et on a le droit, hein, en tant que psy, d'être envahi, je veux dire, on est des humains, c'est normal, on n'est pas des robots. Quand quelqu'un nous dit quelque chose comme ça, on a le droit de dire ah ouais, quand même, je réalisais pas. Merci de votre confiance, merci de me le dire. C'est des choses sur lesquelles on va travailler. Je pense que ça peut... Enfin, voilà. Mais de finir de manière aussi trash en disant voilà, les 50 minutes sont passées, ça vous fera 50 €. Je vous signe le papier de remboursement de la mutuelle, ou comment ça se passe, alors qu'elle vient de lui faire une déclaration pareille, après une séance comme ça. C'est hyper trash. Il peut s'utiliser, il peut dire ce que ça lui a fait sans révéler toujours de manière pertinente, c'est-à-dire de manière juste. Il va pas dire oh là là, si ma femme savait que ma patiente fantasme sur moi, elle m'engueulerait. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, dire bah écoutez, je suis très touchée par la confiance que vous avez
en moi et que vous osiez le dire aujourd'hui. C'est des choses qu'on va pouvoir travailler en thérapie et c'est des choses importantes. Je vous propose qu'on en reparle la fois prochaine. Bah oui, elle se sent entendue, elle vit quelque chose de différent certainement de ses relations précédentes. Elle s'est montrée très vulnérable dans la relation au psy directement, pas juste dans la thérapie. On peut en faire quelque chose quand même. Enfin, je trouve. Il l'a pas payé. Vous voulez que j'appelle un taxi? Ça va, je prends le métro. Vous êtes sûr que vous êtes en état? Tout d'un coup, il redevient un peu humain quand elle sort. Tout d'un coup, c'est intéressant. Enfin, c'est pas qu'il était pas humain avant, mais il y a quelque chose d'intéressant qui se joue là. Ouais, c'était super intéressant de regarder ça avec vous. Je suis très contente, j'ai réussi à finir avant 16h30. C'est intense, hein. C'est assez intense comme série. Moi, je me sens en colère, ça m'a vraiment pris très fort. Je me sens triste aussi. Enfin, il y a des choses dures quand même qui se disent là-dedans. Et je suis très touchée par le psy, en fait, parce qu'il est complètement pris dedans et on voit bien, il essaye de rationaliser. En fait, j'imagine que c'est un gars qui rationalise beaucoup quand il a besoin de reprendre pied et que là, ça marche pas, en fait, parce que c'est la patiente, c'est pas du tout là qu'elle est, donc ouais, ça me donne envie de voir la suite. Je sais pas si ça vous donne envie de voir la suite, mais si vous êtes partant, on fera l'épisode 2 ensemble. Je vais essayer de publier cette vidéo sur YouTube, on verra comment ça se passe, hein. Je suis pas super douée avec tous ces trucs-là, mais j'apprends au fur et à mesure. Et je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'imagine vous connaissez ma chaîne Autopsie, et je vous retrouve là-bas. Merci Sivarel pour toutes tes interventions, c'était super chouette de pouvoir discuter avec quelqu'un. Et je vous dis à bientôt alors pour l'épisode 2. Bye!